Mamadou pour sa gentille présentation de ma petite personne. Je ne suis pas vraiment tout ce qu'il a pu raconter. Il a dit tellement de belles choses que vous risquez de me prendre au sérieux. Je crois que c'était beaucoup plus l'amitié que le scientifique. J'ai toujours beaucoup de difficultés à commencer des présentations. Le premier mot est souvent difficile pour moi. Mais, ouais, je ne sais toujours pas par quoi commencer. Parce que les idées se bousculent. Et comme nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours et que le sommeil n'était pas toujours quand même là où il devait être, alors vous pouvez excuser certaines incohérences du petit discours que je vais tenir aujourd'hui. Dans les disciplines qui s'occupent ou qui se préoccupent du sujet qui nous occupe aujourd'hui, depuis que nous sommes là, elle est vraiment très éloignée. C'est la raison pour laquelle je commencerai par exprimer ma joie et non pas l'honneur, contrairement à ce que disait Mamadou, parce que l'honneur, lui, peut être immérité. La joie ne l'est pas. Et ma joie ici est non seulement de rencontrer des collègues de diverses disciplines qui m'ont toujours enrichi, mais surtout des amis à qui je dois beaucoup d'affection, beaucoup d'attachement et beaucoup de reconnaissance, et qui m'ont fait, eux, l'honneur justement d'être parmi vous. Et parmi ces amis, j'en accepte ceux que je laisse quand même dans la discrétion de l'amitié. Mamadou Diawara qui est là, qui a eu la gentillesse de me présenter, Augustin Manet, et ceux qu'on appelle aussi des compagnons de route. Mobutu parlait des compagnons de la Révolution. Et les compagnons de route, ce sont des collègues, des amis comme Joseph Tonda, que je rencontre, que je revois après de nombreuses années. C'est toujours un plaisir. Puis, une inquiétude. L'inquiétude, évidemment, c'est de me retrouver parmi vous. Quelqu'un de littérature, qu'est-ce qu'il vient faire dans un sujet comme celui dont nous traitons depuis quelques jours? Un souvenir me vient. Je suis invité à Bologne et je rencontre une jeune collègue belge qui enseigne à l'Université libre de Bruxelles, qui est avec son compagnon, qui est au CNRS à Paris, qui est du domaine de l'informatique. Nous sommes dans un restaurant et le collègue informaticien est en train de se moquer de sa compagne et de lui demander ce qu'apportent les gens de littérature par rapport à eux qui font l'informatique et qui sont beaucoup plus rentables à la société aujourd'hui que les littéraires. Bien, je n'entrerai pas dans le détail, c'est vraiment inutile. Mais nous avons gentiment parlé avec le jeune homme. Après quelques 10 minutes, il a dit à sa compagne, « Mais pourquoi vous ne parlez pas comme ça pour défendre votre discipline? Vous êtes aussi important, vous aussi. » L'un des avantages de la littérature, justement, si on veut en trouver un, parce que la littérature, elle devient littérature vers la fin du XVIIIe siècle. Bien avant, mais on ne savait pas tout ce qui était littérature et ce qui était philosophie. C'est aujourd'hui, dans des classifications, que l'on dit, bon, Voltaire, il est philosophe, ou Rousseau, je ne sais qui. Mais auparavant, ils étaient tous classés, on appelait la littérature à l'époque. La littérature au sens de belles lettres est une discipline tout à fait récente.
Peut-être faudrait-il commencer par les crises qui ont secoué l'Occident à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et qui, elles, n'ont pas épargné même les formes du savoir et de la culture, qu'il s'agisse de la littérature ou de la peinture, de la physique aux mathématiques, de la philosophie à la politique et à la théologie. Ces crises ont provoqué des révisions fondamentales de l'histoire de l'épistémologie. Et les catégories de la raison n'étaient plus ce qu'elles étaient lors de la philosophie du sujet, ou de la métaphysique du sujet, au sein de l'idéalisme hérité de Hegel, et au sens de cogito cartésien que Kant a développé dans le « je pense ». On assista ainsi, au début du XXe siècle, au basculement et à la crise des anciennes catégories. Ainsi, on croyait que la raison classique, sous-tendue par la notion de sujet, était une instance solide et unitaire, ainsi qu'une catégorie inébranlable. On assista dès lors au décentrement, à la fragmentation et à la perte de puissance des catégories de la raison. De nouvelles disciplines qui venaient de naître au XIXe siècle, telles l'anthropologie et l'ethnologie, s'ouvraient à des cultures diverses et contribuaient ainsi à relativiser la dévalorisation par rapport à la suprématie de la civilisation occidentale. On mettait en question la notion même d'objet, et l'assurance de sa connaissance perdait de son ampleur et s'est mieux en connaissance approchée, relative, et non plus connaissance définitive. Le sujet lui-même fut radicalement mis en cause, notamment en philosophie, avec Nietzsche. Ernst Mach notait quelque part « Wir verloren unser Ich, das Ich ist unrettbar ». Nous avons perdu notre moi, on ne peut plus le sauver. Au début du XXe siècle, la littérature européenne relayait cette crise en renforçant l'assertion devenue célèbre d'Arthur Rimbaud « Je est un autre ». L'homme a perdu ses qualités, selon Robert Musil. L'homme sans qualité. Son dépaysement fait craqueler sa subjectivité, comme on le trouve chez des écrivains comme Louis Aragon, Franz Kafka. L'homme se perd complètement. C'est le théâtre de Samuel Beckett, où les sciences humaines qui naissent se développent au début du XXe siècle, ont remis en question les catégories fixes et rigides établies par la philosophie idéaliste ou positiviste en ce qui concerne le sujet. D'où la nécessité de relativiser la notion de sujet selon son contexte social, les conjonctures économiques, la stratification intime du moi, lui-même éclaté. Il en va que la réflexion occidentale, dans sa diversité générique, qu'il s'agisse des essais, de la fiction, des récits autobiographiques, des témoignages, de l'histoire, de l'ethnologie, de la psychologie, de la psychiatrie, cette réflexion occidentale a produit à partir du XVe siècle une importante et abondante littérature à propos de l'homme noir. L'Africain était pris pour un objet de connaissance par la science occidentale, pour le faire connaître, afin de permettre qu'il soit bien administré et dominé. La volonté manifeste de cet intérêt scientifique pour le noir consistait à élaborer les connaissances et donc un savoir spécifique sur ce noir, lui assigner une position et un statut propre, figé dans une configuration intellectuelle qui se souciait de réfléchir à la relation et au rapport entre l'Europe et l'Afrique. Des raisons d'ordre éthique pouvaient expliquer cette curiosité vis-à-vis de l'Africain. Vous connaissez le petit livre de Montesquieu, les lettres des Persans disent comme ça au début, qu'ils n'ont jamais rencontré des gens aussi curieux comme les Français. Et puis, le personnage français qui dit « Mais comment peut-on être persan ?» C'est assez agréable. On peut expliquer cette curiosité. Première explication, l'éthique politique fait ou faisait que l'Occident s'était assigné une mission envers les peuples conquis, celle de les connaître, pour les amener de la nuit à la lumière de la civilisation. Puis, il y avait une obligation, en quelque sorte morale, de le faire connaître. Le non-dit qui fonde cette éthique, c'est la primitivité, la barbarie ou la dégénérescence du noir, un être à relever pour la promotion humaine. L'éthique de la recherche scientifique témoignait d'un esprit cartésien qui doit s'intéresser à tous les domaines de la connaissance. Michel Foucault observait dans Les mots et les choses que l'ethnologie s'enracinait
qui appartient propre à l'histoire de notre culture, la culture européenne, plus encore à son rapport fondamental à toute histoire et qui lui permet de se lier aux autres cultures sur le mode de la pure théorie. C'est donc la confirmation de ce que disait Descartes, je pense donc je suis. Le savoir est un pouvoir qui ne connaît pas de limites. L'homme est réduit à l'état d'esclave. La technique est l'essence de ce savoir. La raison a anéanti la conscience de tout. L'exercice même du pouvoir devient raison et la société humaine est pure objectivité. Il y a ensuite les relations des missionnaires et des voyageurs occidentaux qui élaboraient des représentations qui donnaient une certaine image précise, quoique subjective et idéologique, à propos du noir et de l'Africain. Selon ces témoignages, si je me fie à ce que disait Valentin Mudimbe, notamment dans l'invention de l'Afrique ou dans l'autre face du royaume, les Noirs sont paresseux, versatiles, impulsifs, esclaves de sa vie d'appétit et d'instinct, incapables de raisonnement et sans esprit profond, capables en langue. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, à l'apogée de la période coloniale, avec l'émergence des sciences sociales comme l'ethnologie ou l'anthropologie, l'intérêt pour l'Africain se renforçait. On connaît trop bien la violente critique contre l'ethnologie à la fin des années 1960. Pour y revenir bientôt, Michel Foucault avait déjà fait cette critique. On peut tout de même faire remarquer, en plus de la violence symbolique, qui consiste à prendre l'autre pour objet de connaissance, le paradoxe même de la démarche et de la visée scientifique du discours occidental à propos de l'Africain. D'une part, l'occidental admet l'irréductibilité de l'existence de l'autre, de l'Africain, et donc l'altérité de l'Afrique ou du noir. D'autre part, cet autre, cet Africain ne peut exister que si l'occidental le prend pour un objet scientifique à explorer. Mais si on analyse cette abondante littérature qui se diffuse dans sa diversité au XVIe siècle, on peut dégager l'importance d'un fil conducteur, celui de la folie, à travers laquelle peut se lire toute l'image que le discours occidental projette sur l'Afrique. C'est ainsi que l'on peut comprendre la récurrence des métaphores psychopathologiques dans l'information qui concerne l'Afrique. Mais assimiler l'Afrique à la folie, c'est la concevoir sous un ordre négatif, en la privant de la raison, qui est censée être l'apanage et le privilège de l'homme blanc. C'est aussi l'expression de la volonté de domination de l'Occident sur l'Afrique, sa supériorité dans le savoir. La deuxième image de l'Africain du noir est qu'il est primitif, dégénéré, sauvage, simple ou complexe. C'est de l'excitation. L'Africain est dépeint également comme étant caractérisé par le sommeil ou en transe. C'est de l'excitation maniaque ou de la dépression qu'il s'agit. Le maître Hegel avait donné de l'Africain une définition qui reste canonique. Je cite, « L'Afrique est d'une façon générale le pays replié sur lui-même et qui persiste dans ce caractère principal de concentration sur soi. Pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. » Vous pouvez retrouver la phrase dans La raison dans l'histoire, page 245. On peut alléguer que Hegel faisait allusion à l'isolement géographique et historique de l'Afrique, placé loin des grands foyers de civilisation. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ce sommeil qui prédisposait l'Africain à rester proche de la nature avec laquelle il communie, obstrue son accès aux faits proprement religieux et à la reconnaissance d'un être suprême. D'où la croyance de l'Africain à la magie, au fétiche et à la sorcellerie. De plus, ce sommeil empêche la conscience de l'Africain de s'éveiller et de concevoir l'idée. C'est ce qui explique les désordres fonciers de sa pensée, le manque de hiérarchisation de ses idées et dont il subit la toute-puissance et qu'il assimile au primitif, au névrosé. Le roman de Patrick Granville, Les Flamboyants, ne dit pas autre chose. Ce roman peint un roi africain caractérisé par l'excès, le trop-plein, un roi tellurique, abyssal, viscéral, qui fait corps avec la flore et la nature. Le motif de la frénésie revient comme un leitmotiv dans le roman. Ce roi primitif est fou, est complexe, et en tant que tel, il constitue un danger. Si j'ai repris ces représentations occidentales de l'Africain, ce n'est pas pour montrer leur caractère dégradant, ni pour leur réification des autres cultures,
Je voulais plutôt observer comment l'Européen s'est servi de sa rencontre avec l'Afrique pour affirmer sa propre identité et souligner que cette identité se confond avec la croyance à une souveraineté historique. Même les représentants des Lumières, les grands philosophes, tels Voltaire, qui était actionnaire dans une compagnie d'esclaves, Diderot, Rousseau, Montesquieu, n'ont pas fait exception à propos du Noir ou de l'Amérindien. Vous connaissez certainement le petit texte de Montesquieu, tiré de l'Esprit des lois, de l'esclavage des nègres. Oui, c'est un très beau texte. Dans ce texte, Montesquieu écrit notamment ceci: il est noir, des noirs pieds jusqu'à la tête, et il a le nez si écrasé qu'on ne peut le plaindre. Et il continue, on peut se demander si Dieu, qui est un être intelligent, a pu mettre vraiment une âme dans un corps noir. Oui, mais Montesquieu, c'est quand même un grand philosophe. Et il est tellement grand qu'on doit justifier quand même cela et dire, c'est l'ironie. C'est l'ironie. C'est une sorte d'antiphrase. Il n'y croyait pas. Mais quand on lit le texte du début à la fin, même dans le contexte de l'esprit des lois, il n'y a rien qui montre que le texte est ironique. Il y croyait profondément. On comprend donc que l'anthropologie n'a été qu'une médiation, mais elle a constitué un écran qui obscurcit le regard des Africains sur eux-mêmes et sur leur propre culture. Contrairement par exemple en Haïti, où l'anthropologie pratiquée par eux-mêmes les Haïtiens a aidé à comprendre leur culture et à s'identifier en reconnaissant notamment l'Afrique mère. Mais comme je vais le montrer vraiment très rapidement, les Africains antillais ou africains, oui, ils ont intériorisé cette image, toutes ces représentations, et nombreux d'entre eux ont été séduits par l'écran et se sont perçus à travers les signes, les images négatives et douloureuses, ainsi que les mots de l'écran. Ainsi, la négritude trouvait sa définition à travers les écrits de Léo Frobenius ou les catégories de la mentalité primitive de Lévi-Brûle. Commentant un passage de Caïden Retour au pays natal, Léopold Sédar Senghor, le maître Senghor, écrit « Le nègre est poreux à tous les souffles du monde. Découvre l'objet dans sa réalité. » Deux points, le rythme. Et le voilà qui s'abandonne, docile, à ce mouvement vivant, allant du sujet à l'objet, jouant le jeu du monde. Qu'est-ce à dire? Sinon que pour le nègre, connaître, c'est vivre de la vie de l'autre en s'identifiant à l'objet. Connaître, c'est naître à l'autre en mourant à soi. C'est faire l'amour avec l'autre. C'est danser l'autre. Je sens, donc je suis. Fin de citation. Et on peut voir ainsi le jeu de miroir, sans cesse. Des collègues, des critiques ont pu défendre, par exemple, la phrase de Senghor, l'émotion est nègre, comme la raison est hélène. Mais il n'est pas nécessaire de chercher à défendre Senghor ou de critiquer Senghor. Il est tout à fait normal que Senghor ait repris et qu'il ait intériorisé, mais qu'il a entendu, qu'il a vécu. Mais chacun d'entre nous intériorise le savoir et toutes ces représentations. Nous ne sommes pas différents de Senghor. Et quand on cherche à le défendre, alors que tous les intellectuels font ça, c'est un peu dommage. Puis, en faisant alterner l'angoisse et la jubilation, l'altruisme et le narcissisme, comme le constatait Frantz Fanon, je cite, « On se vomit, mais déjà par en dessous, sa mort c'est le rire. » Le colonisé a donc intériorisé les représentations déshumanisantes qu'il s'approprie et croit même que cette image a contribué à sa reconnaissance et à sa distinction. On peut voir comme ça dans un roman, un très beau roman du Haïtien Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis, où il peint un personnage qui souffre de l'épilepsie et qui, avec le temps, apprend et qui le montre très bien comment cette épilepsie est la métaphore à la fois de son ignorance, de l'ignorance de l'histoire d'Haïti, puis un mauvais sort, comme on dit. Et Jacques-Stéphane Alexis a cette phrase, notamment dans le prologue, mais pour parler de l'épilepsie, il dit, oui, mais il parle de la carapace cornée. C'est très intéressant.
Et cette carapace cornée dont il parle, il dit, c'est l'Afrique, collée à la peau du nègre, d'où qu'il vienne, où qu'il aille. Et elle est très belle, la phrase. L'Afrique qui ne laisse pas tranquille le nègre, de quelque pays qu'il soit, de quelque côté qu'il aille, où vienne. L'inconscience de ces personnages d'Hilarion est à la fois d'ordre individuel et d'ordre collectif. Le romancier donne à lire que la culture populaire est pathologique. Il confère ainsi une dimension culturelle à l'épilepsie. Et on peut le voir à travers d'autres auteurs de la négritude à l'époque. On peut passer par Césaire, qui était beaucoup plus révolté, disait, nous voyissons vous et votre raison. Nous réclamons de la folie flamboyante et du cannibalisme tenace. On peut le voir chez Damas, où il parle de la folie. Ces nègres qui sont en train de chanter et de danser, ils sont venus ce soir, où le tam-tam roulait des rythmes en rythme et la frénésie, des yeux la frénésie, des mains la frénésie. Et le nègre s'identifie ainsi à la vie, et plus exactement à la force vitale. Comment expliquer cette hantise de la maladie, de la folie? Qui sont les catégories négatives à travers lesquelles l'Européen représentait l'Africain? Mais je vous dis tout de suite que le fait de reprendre ces catégories ne signifie pas que les écrivains africains ou antillais sont aliénés, loin de là. Les choses ne sont pas si simples. Les écrivains africains antillais se sont appropriés cet héritage. C'est le récit fondateur dont parle Michel Foucault dans l'ordre du discours. Puis, ils se sont servis de cet héritage comme des matériaux avec lesquels ils ont joué pour modeler leur écriture. Ils ont doté la folie d'une dimension culturelle qui exprime une revendication de leur humanité. Peut-être ce que l'humanité partage, beaucoup plus que le reste, c'est la peine et la souffrance. Et c'est peut-être là que l'on voit la solidarité entre les hommes, la peine et la souffrance, qui sont, elles, universelles. Et si les écrivains africains antillais reprennent donc le motif de la folie, c'est pour eux une façon d'affirmer vigoureusement leur appartenance à la famille humaine. C'est Jules Romain qui écrivait, lui, que les bien portants sont les malades qui s'ignorent. La dérision caractérise cette reprise de la maladie par les écrivains antillais et africains. Ils acceptent la maladie comme le signe de l'égalité des hommes face à la souffrance et la nécessité de la solidarité qu'elle devait induire entre les hommes. On peut, avec raison, voir une contradiction, mais cette contradiction, comme le dit Soyinka, contient le cadre qui rend possible la production de la pensée, tout en se percevant dans la subjectivité qui est la sienne et qui les différencie de l'autre. L'écrivain africain et antillais renonce à affirmer le caractère irréductible de sa subjectivité, puisque l'autre est posé d'emblée comme insemblable et comme un lecteur de ses livres, et non pas comme objet de discours, comme le disait, je crois c'est Rousseau, dans l'introduction des Confessions, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. À propos de l'histoire de la folie à l'âge classique, Foucault disait ceci, fièrement, avec moi, la folie peut parler en sa propre langue. Ce à quoi répondait ironiquement Jacques Derrida, en quelle langue peut-elle parler, si ce n'est celle de la raison? Ainsi, l'infraction dit est notre ordre du discours et en appelle à un jeu sans sujet, un jeu qui accueille la différence, un jeu contingent, contextuel, point de vue et non origine. C'est aussi une liquidation du « je pense » de Descartes. Husserl radicalisait certains concepts, tels ontologie provisoire, et il relativisait ces concepts absolus par des termes de savoirs régionaux, de pluralisme cohérent. Et Cavalès faisait remarquer que l'unité de l'homme ne veut pas dire l'uniformisation de l'homme. Il fallait donc détacher la conscience du concept. Le sujet cessait d'être identique à soi. Il devenait pluriel, divers, éclaté, diffus. La vérité et la raison sont en mouvement, en constante construction. D'où l'inquiétude de la recherche scientifique, de l'insatisfaction du chercheur.
Il conviendrait donc de reconnaître la différence et l'infraction comme l'envers de notre espace régi par des lois entérinant une normativité référentielle. Qu'en est-il donc des catégories de anormal et de normal? Si on analyse le normal et le pathologique de Georges Canguilhem, de 1991, initialement présenté comme sa thèse de doctorat en médecine en 1943 à l'Université de Strasbourg, publié aux presses universitaires de Paris en 1966, on peut être aux prises avec les significations de certains concepts importants relatifs à la santé mentale, comme l'anomalie, l'anormal, la norme, le normal. Selon le vocabulaire critique et philosophique de Lalande de 1962, Canguilhem a accentué une curiosité française entre guillemets, que relevait Montesquieu dans les lettres persanes. Les habitants de Paris sont d'une curiosité extraordinaire. Anomalie est un substantif qui n'a pas d'adjectif correspondant. C'est ce que dit le dictionnaire philosophique de Lalande. Je cite. Anomalie est un substantif qui n'a pas d'adjectif correspondant en français. Et la langue française les a couplés faisant de anormal l'adjectif de anomalie. Sur un autre plan, écrit Lalande, l'anglais a établi un parfait parallélisme, anomalie versus anomalous, abnormality versus abnormal, et normality versus normal. Canguilhem avait noté avec justesse, anomalous avait l'équivalent français, anormal, qui était en usage au milieu du XIXe siècle. Les implications théoriques de cette différence sont donc d'une grande importance pour les typologies culturelles ou médicales. Ainsi, en anglais, être anomalous ne signifie pas nécessairement être abnormal, même si dans certains cas, il peut combiner. En français, pour le substantif anomalie, le seul adjectif correspondant est anormal, avec toute sa lourde charge sémantique et ses déductions sociologiques, psychiatriques. En effet, la langue définit l'anomalie, allemand, dignité, français, anomalie, italien, anomalia, comme un phénomène qui semble en général inhabituel, comme dans le cas de l'organisme ou une altération fonctionnelle. Mais le terme s'accorde avec l'étymologie grecque, indice d'irrégularité ou inégalité. Canguilhem ajoute et insiste sur le fait qu'on commet une erreur avec l'étymologie anomalie en le décrivant non du grec, homaros, mais de nomos. On rencontre cette erreur étymologique dans les dictionnaires de Littré, notamment, et dans les dictionnaires de médecine de Robin. On tend à confondre les significations du grec, nomos, et du latin, norma, confondant ainsi le droit et les règlements. De plus, dans son sens strict, anomalie indique un fait et il est un terme descriptif, tandis que anormal implique une référence aux valeurs et il est évaluatif, il est un terme normatif. Une commutation des méthodes grammaticales a entraîné une confusion des sens respectifs entre anomalie et anormal. Anormal est devenu un concept descriptif et anomalie un concept normatif. La note de Canguilhem peut contribuer à reformuler la relation entre l'anomalie et la maladie, le normal, la norme et la pathologie. Les entrées dans le dictionnaire de la langue posent la question sémantique du rapport entre la norme et le normal. Une norme, du latin norma, strictement parlant, c'est ce qui correspond au canon, à la règle. Une norme est un modèle, c'est-à-dire qui requiert un certain nombre de conditions pour répondre aux spécificités requises. Un idéal, un règlement, des dispositions, des mesures, une fonction. Ainsi, le normatif, anglais, normative, allemand, normatif, italien, normativo, est ce qui constitue ou concerne les règlements dans le sens des jugements normatifs, discipline normative. Lalande a bien indiqué que normatif n'est pas synonyme de impératif. Et norme n'est pas nécessairement une loi, ni un commandement, encore moins un idéal. Il faudrait relever l'ambiguïté sémantique de normal. Allemand, norme. Anglais, norme.
italien normal. Le concept peut signifier, première signification, ce qui est droit. En allemand, senkrecht, italien, solito, anglais, recht. Par extension, d'autres valeurs surgissent. Deuxième acception, est normal, ce qui est correct, bon, juste, propre. En allemand, richtig. Anglais, what is correct. Italien, netto. Mais aussi, ce qui est au sein d'une population présente à la fréquence statistique la plus élevée. Dans ce sens, il inclut l'idée de moyenne, comme lorsqu'on dit un Américain normal, et ceci ou cela. Un enfant normal doit avoir telle ou telle expérience. Le sens anglais, what is right, implique aussi habituel, usuel, conventionnel, normal. Dans ce sens, on peut penser qu'il est normal d'avoir un nombre X de suicides ou d'assassinats dans une cité donnée. Ou bien, comme les choses sont égales elles-mêmes, il est normal que le nombre de jeunes Américains noirs qui meurent soit plus élevé que celui des jeunes blancs aux États-Unis. Dans la critique du concept, la langue souligne l'ambiguïté de la notion de normal. En effet, normal désigne un fait qui peut être observé et évalué scientifiquement et universellement. Mais normal peut aussi signifier une valeur, et l'analyse interprète le fait. Exemple, une femme normale, un homme normal doivent avoir un tel comportement. Même dans les débats techniques, normal est sémantiquement en relation avec norme et normatif. Lalande a montré comment cette confusion est présente dans le langage médical. Concrètement, par exemple, l'état normal signifie l'équilibre physique habituel d'un individu ou le fait de retrouver cet équilibre après une maladie. Que signifie par exemple l'état normal pour un jeune homme de 26 ans sans des problèmes de santé majeurs et une personne âgée de 75 ans qui vit avec un cœur conditionné? Que signifie l'état normal entre un jeune hémophile comparé à un bébé qui meurt d'un cancer dans une unité de soins intensifs? Dans son commentaire d'une étude pilote internationale sur la schizophrénie et ses déterminants de cas extérieurs, publiée en 1994, financée par l'Organisation mondiale de la santé, Louis Sas distingue d'abord les facteurs pathogènes comme un concept qui est déterminé dans la maladie à partir des facteurs pathoplastiques qui sont essentiellement culturels. Et dans ce sens, une maladie enculturelle. Si nous acceptons cette hypothèse, il devient évident qu'un psychiatre doit établir que le relativisme culturel est un atout pour expliquer une psychose et que le groupe culturel de l'individu peut déterminer le contenu et non la forme de la psychose. On peut penser à l'Anti-Oedipe, Capitalisme et schizophrénie de Deleuze et Guattari, publié en 1977. Deleuze et Guattari ont écrit par exemple que le capitalisme produit des schizophrènes de la même façon qu'il produit les shampoings Prel ou la voiture Ford. La seule différence étant que les schizos ne sont pas vendables, entendez rentables. Évidemment, la ressemblance établie par Guattari peut paraître excessive, et elle l'est. Mais cette ressemblance nécessite une réflexion rigoureuse qui fait le contrepoint de l'analyse de Sas. Sas note un certain nombre de choses. Premièrement, une question. Comment comprendre, à partir des types de diagnostics qualifiés méthodologiquement de schizophrénie aiguë, la différence entre le contexte occidental et celui du tiers-monde? Plus spécifiquement, le fait que 40% de schizophrènes dans des pays développés sont des types de schizophrénie aiguë, contre 11% dans les pays développés. Mais la forme de psychose schizophrénique ou attaque de forme schizophrénique n'est pas une forme prototypique de schizophrénie, comme ça se le dit à la page 360. Sas lui-même pense que les diverses études ont souligné l'absence du premier symptôme de la schizophrénie, délire et hallucination, de l'apparition de la maladie chez les patients des pays originaires des pays sous-développés par rapport à ceux des cultures occidentales. On peut noter deux choses. La première, l'omniprésence tacite de la relation normale versus schizophrénie. Ensuite, le fait que les études de l'Organisation mondiale de la santé s'attachent à mesurer la moyenne
Ce qui amène ça pose une question pleine d'implications. Les patients des pays sous-développés étudiés vivaient tous dans les pays développés où ils sont aux prises avec les forces de modernisation, d'occidentalisation et d'industrialisation qui ont été capables d'avoir une incidence. On peut en déduire que pour comprendre l'extension et la propagation de la schizophrénie, il faut prendre en compte le mode de production capitaliste auquel l'Afrique s'est convertie, ou bien qui a converti l'Afrique. Ça conclut que la colonisation de l'Afrique l'a suivi. Il y a une sorte de paradoxe ici. L'Afrique a été colonisée parce qu'elle était malade. Et il fallait l'ouvrir à la lumière de la civilisation pour la guérir psychologiquement. Ça se rapporte le cas de l'anthropologue Meyer Fortes et de sa femme, la psychiatre Doris Mayer, qui ont vécu pendant 2 ans et demi au nord du Ghana, au milieu des années 1930, avec les Talensi, une population de fermiers, durement touchée par la technologie, l'éducation occidentale ou l'économie monétaire. À ce moment-là, Fortes a seulement rencontré une seule personne atteinte clairement de psychose sur une population de 5000 habitants. Lorsqu'ils y sont retournés en 1963, la société avait considérablement changé. En effet, beaucoup de jeunes passaient le gros de leur temps au sud du Ghana, où ils pouvaient gagner un salaire. À leur retour au nord, ils pouvaient ramener une économie monétaire qui bouleversait le mode de vie traditionnel des Talensi. Fortes et Maya ont trouvé au moins 13 personnes qui manifestement souffraient de troubles psychotiques, qui avaient l'apparence de la schizophrénie. Et les auteurs ont expliqué cela par des mutations économiques et sociales, notant que la plupart des psychotiques devenaient malades quand ils étaient au sud, rapportant les discours des anciens du village. Ils ont été au sud et ils ont apporté la folie. Si on s'inscrit dans l'archéologie de cette histoire, le débat conceptuel sur le normal et l'anormal est plus compliqué et confus qu'on ne peut y penser. L'anomalie a été souvent conceptualisée et manipulée intellectuellement, politiquement. Un exemple bien connu, une église chrétienne, bien avant Hitler, avait inventé un signe distinctif pour les juifs, afin de les qualifier comme différents et anormaux. Entre autres choses, lors du Concile Vatican IV, sur ordre du pape Innocent III, en 1215, il avait été décrété que tous les juifs devaient porter un signe distinctif ou un badge spécial, faisant d'eux des hommes entièrement à part. Et lors du Concile Vatican II, au début du XXe siècle, le pape Pie XII avait initié une motion qui demandait aux évêques de lever la malédiction qui pesait sur les Noirs. Dans l'histoire de la folie à l'âge classique, Foucault a mis l'accent sur un défi impossible. Comment la folie peut parler au sujet de sa différence et de son anomalie, dans un conflit d'interprétation intellectuelle. Mais dans l'introduction de la série des histoires de la sexualité, Foucault indique le pouvoir des centres de normalisation qui inclut au XVIIIe au XIXe siècle le centre du discours médical sur le sexe, avec des psychiatres, lorsqu'ils ont commencé à découvrir l'étiologie de la maladie mentale. Le centre de la justice criminelle, centré sur les crimes haineux ou les crimes contre la nature. Et enfin, les politiques du contrôle social. C'est surtout dans sa description du domaine de la sexualité de ses dépliements que Foucault touche à un point essentiel au sujet de la constitution progressive de la science de la sexualité, normale versus anormale, et de ses stratégies. Foucault a nommé commenté 4 d'entre eux. Premièrement, une hystérisation du corps féminin. Deuxième stratégie, une pédagogisation du sexe de l'enfant. Troisième stratégie, une socialisation du comportement de procréation. Quatrième stratégie, une psychiatrisation des plaisirs pervers. Je n'entrerai pas dans le détail des arguments. Il me suffit de souligner l'importance de la représentation culturelle de la femme comme le paradigme de base de l'anomalie inscrite dans son corps. Comme on peut le voir à travers la Genèse et le mythe d'Adam et Ève est trop connu. Lévi rappelait le doute de Platon et plus tard d'Erasme à propos de la femme, si elle était un être humain ou un animal. Et Rabelais a repris cette référence dans le tiers livre, chapitre 50. L'analyse de Sass montre, si on tient compte de la prévalence de la schizophrénie dans sa dimension interculturelle,
Quelle est une excellente leçon? Cette analyse rigoureuse, brève et claire indique les points essentiels de l'ambiguïté. Premièrement, l'évaluation en termes de moyenne et de mesures au sujet de la schizophrénie ou d'autres maladies mentales semble ressortir d'une confusion sémantique bien décrite par Canguilhem dans Le normal et les pathologies. Deuxièmement, cette situation fâcheuse s'inscrit elle-même dans une configuration qui remonte au XVIIIe au XIXe siècle, qui ont féminisé et fait de l'Afrique le paradigme de l'anomalie. Les deux arguments mis ensemble ont soutenu la littérature qui a justifié la colonisation, ainsi que l'interprétation du symbolisme des couleurs lors de la fondation de la psychiatrie et de la psychoanalyse. D'une part, la majorité des disciplines élabore des stéréotypes au sujet de tout un continent, ou bien elle nie la pertinence de la différence, comme actualisation d'autres modes ou manières d'exister. D'autre part, au nom de la science, les inscriptions culturelles réduisent le noir symboliquement ou effectivement et les relèguent dans les marges de la normalité. Il est nécessaire de rappeler Freud et Jung, de rappeler ainsi leur référence au concept de noir. On peut souligner la réduction de Freud du symbolisme de noir comme voie de sortie quant à l'identité du juif. Sanders Gilman voulait croire que les juifs étaient réellement blancs. Cette sortie est majeure depuis que la noirceur du juif était venue liée à des associations concernant le corps et particulièrement sur le corps syphilitique. Les juifs sont noirs parce qu'ils sont différents, parce que leur sexualité est différente, parce que leur pathologie sexuelle est écrite sur le corps. Cette qualification illustre ce qui est dit explicitement. Les juifs, et dans le contexte occidental, est marginal, alors que le noir est présenté dans son absence, magnifié par sa couleur. Il est important de relever ceci. Le juif est généralement pathologisé comme un uraniste ou un homosexuel. Il faudra faire remarquer que Freud et Jung ont élaboré des interprétations dans une configuration déjà chargée de signes qui situent la femme, le juif et le noir en relation avec l'exclusion supposée et illustrer l'anomalie. Comment circonscrire la tension entre le normal et le pathologique et concevoir un face-à-face, une sorte de confrontation avec la possibilité de penser un autre Aufheben, ce qui conduit à la méfiance des idéologies et à la mort du sujet, qui obligerait à interroger les ambiguïtés des notions des structures des sciences, des césures scientifiques et de l'incorporation des idéologies. Tenir compte du contexte épistémologique du chercheur, mettre au clair son héritage et sa tradition dans ce contexte épistémologique du chercheur. Les pathologies n'est pas une déviation par rapport à un ordre, mais une nécessité qui permet d'accéder à un ordre autre par rapport à un ordre attendu. Est-il possible de concevoir un espace interculturel où la théorie rencontrerait les modèles de pensée et les économies culturelles des sociétés? Michel Foucault soulignait la pluralité d'ordre en mouvement, la pluralisation du champ des sciences humaines dans les mots et les choses. Il détaillait les trois modèles dominants qui se sont succédés dans l'histoire récente des sciences humaines. Les modèles biologiques, les modèles économiques et les modèles philologiques. Le passage d'un modèle à l'autre s'accompagne d'un ordre de préséance des concepts, formant trois paires. Première paire, fonction et norme. Deuxième paire, conflit et règle. Troisième paire, signification et système. Si on privilégie l'ordre canonique, constitué par les premiers termes, comme au XIXe siècle, on observe une distinction épistémologique claire de deux types de connaissances. Science de la normalité et science des pathologies. On aura ainsi une psychologie normale versus une psychologie pathologique. On aura une sociologie normale ou science des sociétés à motivation rationnelle versus science des pathologies sociales ou science des sociétés à motivation dite traditionnelle. D'où le binarisme fondateur, société historique et société anhistorique, civilisation versus barbarie, pensée domestiquée versus pensée sauvage, religion versus paganisme. Si l'on considère le second terme, norme, règle et système, comme chez Freud en médecine et en psychologie, chez Lévi-Strauss, en anthropologie, chez Lévi-Strauss, et chez Saussure, au niveau de la linguistique, il n'est plus facile de considérer au sujet d'un savoir les notions de morbidité ou de pathologie en index d'un savoir. Freud avait raturé le partage du positif et du négatif.
du conscient et de l'inconscient. L'on peut découvrir avec Foucault que tout peut être pensé dans l'ordre du système, de la règle et de la norme. Dans ce sens, on pourrait s'interroger sur les illusions du mythe du paradis perdu ou de l'âge d'or du sauvage. On peut ainsi voir la différence comme une infraction qui fonde une nouvelle régulation et qui génère des règles. Le rôle du chaos est de provoquer sa propre interruption et de se transformer en ordre. En cette transformation s'affirme une antériorité. Donnez-moi votre corps, disait Michel de Certeau, et j'y inscrirai la loi de votre tribu. Reconnaître, c'est la conclusion, dans des marges refusées, un écart et sa propre structuration, c'est encore les concevoir comme l'envers de notre espace, régi par des lois entérinant une normativité référentielle et de manière absolue, l'affirmant encore comme régulatrice de toute normalité. Au quotidien, la répréhension de la normale présuppose donc et toujours un pendant qui lui est antérieur et partant postérieur, logiquement. Cependant, le normal dicte de droit et souverainement les exercices possibles des blagues, à lui porter aussi bien que les exigences de devoir pour sa correction et sa réduction à un ordre, celui de la raison. Mais la raison, telle que la conceptualisait René Descartes, à travers son doute méthodique, je pense donc je suis. Et Descartes lui-même reconnaissait déjà le droit à l'erreur. Et oui, il disait, notamment dans le discours de la méthode, peut-être un Dieu malin permet que, me trompant parfois, que je puisse me tromper toujours. Il supposait ainsi la permanence du sujet pensant, un sujet absolu. Pour Gaston Bachelard, l'esprit a une structure variable, dès l'instant où la connaissance a une histoire. Cette affirmation effaçait d'un seul coup l'architecture de l'entendement et commençait à troubler l'assurance identitaire, statique et inébranlable de la conception philosophique traditionnelle. La rationalité devient donc historicisée. La réalité est en mouvement. Les choses sont couvertes d'instabilité. Le jeu cessait d'être absolu. Il cessait d'être une substance, une idée claire et distinctive, une certitude primitive simple. Il cessait d'être transcendantal, mais il devenait un entrelac complexe et pluriel, multiforme et transformatif, toujours insaisissable et jamais déterminé de façon définitive. Le je pense n'était plus alors une identité stable, où la philosophie se plaisait à instituer une vérité unique et ferme. Les sciences de la crise avaient alors démontré le contraire, et l'épistémologie devait accueillir la différence et s'ouvrir au caractère différentiel, à l'homologie des rapports entre le normal et l'anormal, le positif et le négatif, le oui et le non, autorisant l'étiologie des déviations, uniquement à partir des entrées négatives des pairs, tout en maintenant le principe des homologies à des fins pratiques de classification des comportements. On pourrait dès lors invoquer la neutralisation de la tension suscitée par l'opposition des termes, insister sur leurs ambiguïtés et ambivalences, et considérer comme indicatif de sens le caractère exceptionnel d'une circonstance donnée, en fait de toute circonstance. Du coup, une thérapie peut alors validement s'opérer à partir du présupposé culturel de n'importe quelle entrée de deux ou d'une pluralité d'entités concevables, signifiant un complexe d'aléas qu'un sens commun tend ordinairement à commettre en des termes opposés de relations binaires entre un positif et un négatif, une affirmation et sa négation. Réaffirmer, enfin, les exigences. D'abord, un bon usage critique de l'écart ou de la différence de fait qui existe toujours entre l'abstraction du langage clinique et l'ordre d'un comportement. Ensuite, à propos d'une circonstance, un objet, une activité, une attitude, réaffirmer une vive attention à la singularité des valences d'attraction, communément considérées par un groupe déterminé comme positives, et celle des répulsions, généralement qualifiées de négatives. Déterminer et affirmer un agir ou de l'accentuation des premières et l'affaiblissement des secondes en l'économie du monde éthologique de l'individu. Et enfin, réaffirmer une respectueuse reconnaissance de la culture du patient, non seulement une altérité théorique, mais concrète. Et la culture est à comprendre en son sens large, aussi bien qu'en des distinctions et variations nettement plus restreintes, celles des classes, de religion, d'ethnie, de sexe. Mais parlant d'infraction, je ne veux pas du tout dire que le désordre et l'anarchie
politiques auxquels on assiste dans nos pays africains vont instaurer un nouvel ordre. Je vous remercie.